Le 5 septembre, le journal Le Monde a révélé que l'armée française négocie avec la junte nigérienne le départ d'une partie des troupes françaises du Niger. La France compte actuellement 1500 soldats déployés dans ce pays sahélien pour appuyer la lutte antiterroriste contre les groupes djihadistes qui sévissent dans la région. Mais depuis le coup d'État qui a destitué le président Mohamed Bazoum, les relations entre Paris et Niamey se sont dégradées. Les généraux au pouvoir ont dénoncé plusieurs accords de coopération militaire avec la France et exigé le départ des soldats français. Face à ces obstructions, la France a suspendu sa coopération antiterroriste avec le Niger et entamé des discussions pour retirer certains de ses moyens militaires, notamment ceux qui sont inutilisés depuis plus d'un mois, comme les drones, les hélicoptères ou les avions de chasse. Le premier ministre nigérien nommé par la junte, Ali Mahaman Lamine Zain, a affirmé que ces échanges devraient permettre très rapidement le retrait des troupes françaises. Cette situation illustre l'impasse diplomatique dans laquelle se trouve la France depuis plusieurs années en Afrique. Les autorités françaises sont contraintes de discuter aujourd'hui avec une junte qu'ils disaient hier ne pas reconnaître. Selon les médias, il existerait un sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest, ressenti par une majorité de la population qui rejette la présence française sous toutes ses formes, militaires, politiques, économique et culturelle. De nombreux Africains, notamment dans la région du Sahel, pensent que la présence des troupes étrangères dans un pays aggrave la situation car elle ne repousse pas les extrémistes mais les attire plutôt. Mais la réalité est plus compliquée que cette simplification. En assimilant trop facilement les protestations contre les actions de la France en Afrique à des expressions de ressentiment, les élites françaises au pouvoir délégitiment tout mouvement de protestation africain qui critique la France. Les manifestants sont disqualifiés comme irrationnels, facilement manipulés et induits en erreur, que ce soit par la Russie ou la Chine, et incapables de faire des choix rationnels. Mais il n'y a rien d'irrationnel à dénoncer par exemple le discours de Nicolas Sarkozy de Dakar en 2007, dans lequel il affirmait que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Jamais il ne s'élance vers l'avenir. Il en va de même pour la critique du franc CFA ou de l'inefficacité des opérations militaires françaises au Sahel contre le terrorisme islamique, avec des dommages collatéraux intolérables. Les attitudes paternalistes ainsi que la psychologisation des problèmes politiques et sociétaux servent à disqualifier les mouvements de protestation africains comme irrationnels. Par ailleurs, le slogan France dégage est devenu une nouvelle façon de légitimer le pouvoir politique et militaire en Afrique francophone. La politique française en Afrique au cours des dernières années a constitué un terreau fertile pour les putschistes qui, à défaut de l'autorité légale, conquiert le pouvoir en se construisant une légitimité populaire. La relation historique de la France avec l'Afrique de l'Ouest la place au premier rang des accusations des populations souffrant soit d'une grave détérioration de la sécurité, soit d'importantes inégalités économiques et de développement. Les gens prennent conscience que la France reste en Afrique pour ses propres intérêts. Ils ont accusé la France d'encourager les groupes armés ciblant les Africains afin qu'ils puissent continuer à siphonner ses ressources, laissant les pays se vautrer dans une pauvreté croissante. Sa présence politique et économique centrale en fait un sac de frappe, car ses erreurs historiques la rendent vulnérable aux attaques et ses opposants l'ont bien compris. Mais ce phénomène cache deux réalités importantes. Le passé colonial de la France en Afrique de l'Ouest, comme première puissance impériale à côté de la Grande-Bretagne, facilite son exploitation par des militants politiques qui font de ce facteur colonial la seule explication des difficultés actuelles de nombreux pays africains, contribuant ainsi à attiser les tensions. D'abord, les réflexes politiques du réseau France-Afrique, dont un apparent deux poids deux mesures et un manque de cohérence entre le soutien au régime autocratique et la promotion de valeurs occidentales de démocratie libérale et d'état de droit qui sapent la crédibilité française. Deuxièmement, le discours dominant sur l'immigration dans la politique migratoire française et européenne et les débats politiques internes qu'il génère, y compris les restrictions de visa qui en résultent pour les Africains. Les débats animés en France, suivis de très près en Afrique francophone, font naître le sentiment d'un racisme latent et envahissant. Troisièmement, des sentiments anti-français ont également été provoqués par la baisse significative de l'aide au développement. La coopération technique française est passée de près de 30% à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest dans les années 1970, par l'ensemble de l'OCDE à moins de 20% dans les années 2000, surtout à partir des années 1990. Ce recul de la France, de plus en plus remplacé par la Chine, la Russie et la Turquie, a également eu un impact sur la compréhension mutuelle. Apparemment, la langue commune ne pouvait à elle seule compenser cela. Cela était d'autant plus vrai au vu de l'arrogance notoire et de l'absence d'autocritique de nombreux experts français du développement. D'autres nations donatrices ont commis autant d'erreurs dans leur politique africaine sans faire l'objet d'une telle remise en cause. Quatrièmement, le panafricanisme instrumentalisé et manipulé.
Les critiques les plus visibles et les plus dures de la politique française en Afrique ont été des militants publics français et africains qui épousent le panafricanisme comme Kémy Séba, Nathalie Yamb, Franklin Nyamsi, Sylvain Afoa ou Michael Zodi. Ils représentaient un spectre assez diversifié d'activisme et de positions et n'étaient pas nécessairement liés les uns aux autres, même si certains d'entre eux coordonnaient leurs actions. Ils avaient des milliers de followers sur les réseaux sociaux et une présence régulière dans les émissions de télévision ouest-africaines. Ils sont loin d'être tous à l'instigation de la Russie et de ses mandataires, bien que l'instrumentalisation des erreurs occidentales par ces puissances révisionnistes ait été systématique. Le piège tendu à l'Occident par la Russie et la Chine était de masquer une confrontation idéologique dans une rationalité prétendument pragmatique qui ressemblerait à la réelle politique. L'exploitation des erreurs occidentales par ces puissances révisionnistes était systématique et se moquait de la cohérence. Ce serait aussi une erreur de penser qu'expliquer aux Africains qu'ils sont manipulés par les Russes y mettra fin. D'autant plus que l'interventionnisme n'a pas diminué, même si le nombre de soldats français a drastiquement chuté, passant de 30 000 au début des années 1960 à environ 6 100 aujourd'hui. L'ancien panafricanisme du Ghanéen Kwame Nkrumah, du Sénégalais Léopold Sédar Senghor ou de l'Algérien Frantz Fanon avait été relancé ces dernières décennies à la lumière des nouvelles luttes politiques pour l'égalité entre les peuples et les races dans l'ancien et le nouveau monde. Un exemple marquant est le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, mais aussi des intellectuels africains comptaient parmi les plus féroces critiques comme les historiens Hamzat Boukari Yabara et Achille Mbembe, l'économiste Felwine Sarr et le Togolais Kako Nabuko, anciens fonctionnaires de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et farouche critique du franc CFA ou encore l'écrivain Leonora Miano, dont beaucoup étaient issus d'universités américaines. La jeunesse américaine d'ascendance africaine, mais aussi la jeunesse africaine, qui constitue la grande majorité de la population du continent, ont été réceptives à cette tentative de mobilisation des codes d'émancipation politique et culturelle. Ce renouveau a même été mobilisé positivement dans la pop culture à l'instar du Sénégalais J'en ai marre, créé par un groupe de rappeurs et de journalistes en 2011 au lendemain du printemps arabe pour dénoncer les dérives sociétales et les problèmes politiques au Sénégal. Le mouvement a eu des effets d'entraînement sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne francophone. Il a été inspiré par les héros de la lutte de la libération anticoloniale ouest-africaine, notamment Amilcar Cabral de la Guinée-Bissau voisine, et le président burkinabé Thomas Sankara, tous deux assassinés par leurs adversaires. Certaines voix en France ont critiqué la diplomatie française en Afrique au cours des dernières semaines. C'est le cas de Gérard Araud. Alors, qui est Gérard Araud ? C'est un ancien diplomate français qui a été ambassadeur de France aux États-Unis de 2014 à 2019. Il a également été représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York de 2009 à 2014 et directeur général des affaires politiques et de sécurité au ministère des Affaires étrangères de 2006 à 2009. Premièrement, Gérard Araud considère que la France n'a pas vocation à être le gendarme de l'Afrique et qu'elle doit laisser les pays africains assumer leur propre sécurité. Selon lui, la France est intervenue au Mali en 2013 pour éviter que le pays ne tombe aux mains des groupes djihadistes, mais elle n'a pas réussi à stabiliser la situation ni à restaurer l'autorité de l'État. Il affirme que la France est piégée dans une guerre sans fin et sans issue qui coûte cher en vies humaines et en argent. Il estime que la France doit se désengager progressivement du Sahel et transférer la responsabilité de la lutte antiterroriste aux Africains, avec l'appui de la communauté internationale. Il soutient que la présence militaire française en Afrique n'est pas une solution durable ni efficace pour résoudre les problèmes structurels du Sahel qui sont liés à la pauvreté, à la corruption, à la mauvaise gouvernance et au manque de développement. Deuxièmement, Gérard Araud explique que la présence militaire française alimente le ressentiment des populations locales qui se sentent humiliées et méprisées par une puissance étrangère. Il souligne que la présence militaire française renforce le discours anti-occidental des groupes djihadistes qui se présentent comme des défenseurs de l'islam et de l'identité africaine contre l'impérialisme français. Il dénonce également le risque de collusion entre les forces françaises et certains acteurs locaux qui profitent de la guerre pour maintenir leur pouvoir ou leur intérêt. Il cite notamment le cas du Tchad où la France soutient le régime autoritaire du fils du président Idriss Déby qui réprime son opposition et viole les droits de l'homme. Troisièmement, Gérard Araud propose une nouvelle approche pour la France au Sahel. Basé sur le respect de la souveraineté et des aspirations des peuples africains. Il propose que la France cesse de se comporter comme une puissance tutélaire et qu'elle adopte une attitude plus humble et plus coopérative. Il suggère que la France dialogue avec les autorités légitimes et les acteurs de la société civile des pays sahéliens pour comprendre leurs besoins et leurs attentes.
Il recommande que la France appuie les initiatives régionales et continentales pour renforcer la sécurité et le développement du Sahel, comme le G5 Sahel ou l'Union africaine. Il conseille que la France diversifie ses partenaires au Sahel et qu'elle travaille davantage avec ses alliés européens qui ont un intérêt commun à prévenir le chaos et le terrorisme dans la région.